Oui. D'accord. Vous allez enregistrer Et, si. j'ai aussi tous les documents que j'ai préparés. Excusez-moi, monsieur. D'accord, monsieur, c'est bon. Ok. Quant temps fa que és alcalde? Ça fait combien que vous êtes les maires des Sfax? Oui, ça fait maintenant presque 6 mois, 7 mois. 7 mois. Oui. 7 mois. D'accord. Bon, pour préciser, maintenant en Tunisie, après la Révolution, il n'y a pas des conseils municipaux élus. Donc on n'a pas fait des élections municipales. Ok? Tu traduis ou bien je... Non. Elle comprend un peu, mais je vais résumer. Ah bon, Non, très bien. je peux comprendre, mais Ok, mon français n'en est beaucoup. Ok. Donc, après la Révolution, les conseils municipaux qui ont été soi-disant élus sous l'Ancien Régime ont été dissous et remplacés par des délégations spéciales. Donc, pour préciser, j'occupe la tâche ou le poste d'un président de délégation spéciale. C'est l'équivalent de maire, parce que le maire c'est élu. Mais nous, les membres des délégations spéciales, nous sommes, on n'est pas directement élus par les citoyens, mais on est indirectement élus, soi-disant, parce que le choix des membres se fait. Les représentants de la ville de Sfax à l'Assemblée nationale constituante, qui est maintenant chargée de préparer une constitution pour le pays. Donc les membres qui représentent la ville de Sfax à l'ANC, il y a une concertation entre eux et avec la société civile pour le choix des membres des délégations spéciales. Et après un accord entre eux et les membres et des acteurs de la société civile, ils proposent ces noms-là au chef de gouvernement qui nomme les délégations spéciales. Donc on est désigné par le chef de gouvernement, mais on peut dire qu'on est indirectement élu parce qu'on est choisi par des élus. Okay? D'accord. Donc c'est provisoirement parce que en attendant que les élections municipales, peut-être ça sera en juin 2014. Donc jusqu'à juin 2014, nous assurons la continuité des affaires municipales. Ok? C'est clair? Oui, j'ai compris. Quin és el nombre de delegats a la delegació especial Combien de personnes dans la délégation spéciale? On est... de la Tunisie, de tot el govern, no? Comme de tots els governs. La delegació especial és de cada ciutat. Però que venen del govern central, no? La creació de la delegació especial ve donat del partit, no és escollit, diu, no? Vale. I quantes representacions hi ha a tota la Tunisie? Il y a une délégation spéciale pour chaque ville. Non, par exemple, en Sfax, c'est une ville. Il y a 16 municipalités. 7 municipalités dans le grand Sfax, c'est-à-dire l'agglomération urbaine, la zone urbaine. Oui. Et les autres sont dans des zones rurales, la campagne, c'est-à-dire. Donc, dans la ville, il y a 16 conseils municipaux, 16 municipalités. 16. Donc, et on a 16 délégations. Mais en Tunisie, maintenant,
il n'y a pas des conseils municipaux élus. Donc, ils sont tous des délégations spéciales. Ah. Et ce sont des structures. C'est pas un produit de la Révolution, mais ça existe même avant la Révolution, les délégations spéciales, parce que ce sont prévus par la loi. Ce sont des structures légales prévues par la loi. Même sous l'Ancien Régime, il y avait des conseils municipaux qui ont été dissous et remplacés par des délégations spéciales. Donc c'est une technique ou c'est une structure qui n'est pas récente. C'est un peu ancienne. Il y a des autres pays qui aussi fonctionnent comme ça. Bon, généralement, dans les périodes post-révolutionnaires, les périodes de transition démocratique, il y a des structures qui sont provisoires pour gérer les affaires et pour assurer la continuité. Okay? D'accord. Pour nous, donc, on a 16 communes à Sfax. D'accord. Alors, l'autre demande que nous avons fait est que vous avez vu la révolution, no? La viscut la révolution, no? Com l'ha viscut? Vous avez vécu la révolution. Oui, je suis... Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous l'avez vécu? Com est-ce que l'avez-vous? Moi, je suis un avocat. Avocat. Oui, et donc, il faut savoir que ce corps a été, je peux dire, le seul secteur ou le seul corps que l'ancien régime n'a pas pu l'attaquer. Donc les avocats étaient toujours anti le despotisme de l'ancien régime. C'est quelque chose de fierté pour moi. Et bon, j'ai vécu la révolution comme tout le monde, mais spécialement en tant qu'avocat, parce qu'on était pratiquement dans les premiers rangs dans les manifestations, et on a encadré les manifestants qui ont été des jeunes diplômés, chômeurs, qui ont été des femmes, des filles, des gens pauvres, des gens peut-être qui n'ont pas de l'expérience. Donc les avocats, ils ont encadré tous ces gens-là pour que les manifestations aboutissent à leur objectif. Et on se rappelle tous, je sais pas, c'est parce que on se rappelle tous que la ville de Sfax, elle a un rôle très déterminant dans la victoire de la Révolution. Parce que le 12 janvier, avant 2 jours de la fuite de Ben Ali, et la très grande manifestation a été sortie de cette région-là. Très bien. Donc c'était des moments inoubliables pour nous. Noble, no? Oui. Une demande, quelle est la chose que vous changeriez, qu'est-ce qu'il canviaria de l'estructura actual de Tunísia per poder treballar amb les ciutats? Qu'est-ce que vous modifierez de la structure administrative et politique de la Tunisie afin que vous puissiez travailler avec les villes, afin que les villes n'aient plus de ressources et plus de possibilités pour pouvoir travailler? Au niveau des communes, oui, bon, il faut faire une petite comparaison entre la situation des communes et des municipalités avant la Révolution et je dis pas maintenant, mais je dis ce que doit être la situation après la Constitution, après l'élaboration de la Constitution. Donc avant, les communes étaient presque des boîtes fermées. C'est-à-dire, il n'y a pas ce contact entre les municipalités, les communes et les citoyens. Donc il n'y a pas cette approche participative. Le citoyen ne sait rien sur les affaires municipales. Il ne participe pas, par exemple, aux audiences des conseils municipaux, des réunions. Donc il n'a aucun rôle avant. Maintenant, même si au niveau des stratégies de développement, il y a cette approche participative, ça existe. Mais à part l'élaboration de stratégies de développement du Grand Sfax, qui a commencé en 2002, donc avant la Révolution, à part cette expérience unique, la relation entre les communes et le citoyen, ça a été... il n'y a pas cette approche participative, il n'y a pas
le citoyen ne connaît rien sur les municipalités, sur le budget municipal, sur les projets de la municipalité. Il ne connaît rien. Mais maintenant, on essaie, après la révolution, de concrétiser encore cette approche participative entre la société civile, le citoyen en général et la municipalité. Actuellement, par exemple, plusieurs réunions des commissions au niveau du conseil municipal, on a des citoyens qui assistent, des associations qui assistent à ces réunions. Donc ils présentent leur avis, ils vous donnent des idées. Donc c'est bien pour nous parce que c'est une question de proximité qu'on cherche entre la commune et le citoyen. Plus qu'il y a une proximité, plus que on parle c'est-à-dire plus que la municipalité ou les communes sont très proches du citoyen, plus que le reconeixement, non? Le reconnaissement. Oui. Donc, le reconeixement, non? Plus que le citoyen trouve ses besoins satisfaits, il se trouve satisfait, donc le citoyen. Bon, après la révolution, après ce que nous attendons maintenant, la constitution c'est bientôt. Donc on a préparé le projet de constitution et dans ce projet-là, il y a tout un chapitre sur les collectivités locales. Donc, ce qu'on a besoin maintenant, et ce que ce chapitre a prévu, ce projet de constitution, c'est plus d'autonomie pour les collectivités locales. Parce que parmi les problèmes qu'on souffrait et qu'on souffre maintenant, c'est le problème de centralisation. Il y a un niveau de centralisation très fort. Donc, ce que nous voulons maintenant, surtout pour les communes qui sont un peu, qui ont les moyens, qui ont une tradition, des traditions, qui ont des cadres, un taux d'encadrement acceptable, donc comme la commune de Sfax, qui est une commune très grande, une commune reconnue par le niveau et la qualité de ses cadres municipaux. Donc, je pense que pour ces communes-là, au moins, les grandes communes en Tunisie, il faut leur donner plus d'autonomie. Et c'est pour avoir, comme je disais, je pense que plus d'autonomie à ces communes-là, plus on trouve plus de liberté dans la prise de décision, dans le choix par exemple des projets que nous voulons faire dans la commune. Parce que tu peux, dans les circonstances actuelles, tu peux choisir par exemple de faire un tel projet, mais le gouverneur ou bien l'administration centrale, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, n'approuve pas votre choix. Donc tout le projet tombe dans l'eau. Donc je pense que on a besoin plus de décentralisation, plus d'autonomie pour le commis, pour pouvoir, je pense, travailler dans des conditions plus autonome, appropriées. Comment est-ce que vous renforcez votre équipe municipale avec la formation, avec la dotation d'équipement? Comment renforcez-vous la municipalité à travers des choses matériaux comme l'achat d'équipements, ou peut-être à travers la formation du personnel? Oui, bon. Même si la commune de Sfax est parmi les grandes communes en Tunisie, mais elle a ses propres problèmes. Bon. On a un problème au niveau du matériel. Il y a, par exemple, surtout le matériel destiné à la collecte des déchets. C'est parmi les axes les plus urgents qu'on travaille sur lesquels. Bon, ce n'est pas uniquement Sfax, mais c'est presque toute la Tunisie, parce qu'on a un problème environnemental très
bon, je ne dirais pas très grave, mais un problème qui est très important, c'est le problème environnemental après la Révolution. Donc, dès notre nomination au niveau de la délégation spéciale et au niveau de la commune de Sfax, j'ai remarqué que, par exemple, le nombre d'engins qui est destiné à la collecte, par exemple, des déchets, c'est un nombre très réduit qui ne permet pas à nos ouvriers et à nos agents de faire un travail très bien, un très bon travail au niveau de la collecte des déchets. Donc, toujours, on trouve des problèmes de ce type-là. Aussi au niveau des ressources humaines. Même si presque 60% ou 65% du budget municipal c'est destiné au salaire des ouvriers et des agents, mais dans certaines administrations et dans certains services, il y a un manque de ressources humaines. C'est au niveau du nombre et au niveau de la qualité, c'est-à-dire la qualité donc à la municipalité de Sfax, il y a beaucoup d'ouvriers, mais peu de cadres. Mais avec ce peu de cadres, il y a une qualité des cadres. Okay? Si vous m'avez compris ou non. C'est-à-dire, parmi la municipalité de Sfax se caractérise par ce constat-là, c'est qu'on a des cadres municipaux, des chefs de service, des directeurs, des sous-directeurs de qualité, mais avec un nombre un peu réduit. Donc on a besoin de recruter, par exemple, des cadres. Des cadres au niveau de la municipalité. Donc c'est un besoin réel, oui. Mais une question, à part de recruter de nouveaux ressources humaines, nous voudrions savoir si les ressources humaines existantes, ils ont de la formation. Si vous destinez de l'argent pour les capacités, pour les former. Oui. En un futur, pour le futur, la vision pour l'avenir. Oui. Bon, pour le budget de cette année-là, 2012-2013, toujours c'est le problème de centralisation, parce que ce n'est pas nous qui décident du budget. On propose le budget et on va le discuter après avec vous avez donc envoyé à Tunis à Tunis avec les ministères des Finances et le ministère de l'Intérieur. Donc toujours, nous voulons, par exemple, faire des prévisions ou proposer, par exemple, réserver, par exemple, un tel montant pour la formation des cadres. Et à Tunis, on nous dit que c'est trop, c'est bon, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas la formation, mais tout simplement parce qu'il y a d'autres priorités, surtout après la Révolution. Donc, lorsque je parle des priorités, surtout la question environnementale. Donc, ils nous disent qu'il faut investir le plus, il faut dépenser le plus en matière tout ce qui concerne l'environnement, parce que c'est primordial pour l'instant. La formation, c'est intéressant, mais on peut le retarder un peu. Donc, le budget consacré à la formation, c'est pas un grand budget. Donc, mais à part la formation que nos cadres font au niveau de la commune même, il y a des cycles de formation qui se font, par exemple, par le centre de formation et d'appui à la décentralisation. C'est un centre qui existe à Tunis. C'est un centre qui appartient au ministère de l'Intérieur et qui s'est chargé, il se charge de faire des cycles de formation pour les cadres municipaux. C'est le ministère. Donc, oui, c'est le ministère qui fait la formation. Avec par exemple, il se peut que dans les cadres de projets, dans le cadre de la coopération de centralisation, il arrive, non, la formation. D'accord. On programme des formations. Mais personnellement, je ne suis pas satisfait ni du budget réservé à la formation,
du nombre de, par exemple, de cycles de formation. Donc, il y a un manque là-dessus. Bueno, nous verrons, non? Oui. Avec L'avenir. Mais Oui, peut-être. c'est une idée, non? Oui, oui. D'accord. Ah, mais non, et vous avez chaque l'opportunité, non? De ser l'antenne de la dissémination del pensament estratègic, no? Quin sera le premier pas que vous ferez demain? Bon, je pense que Sfax, déjà en Tunisie, c'est presque la première ville qui a réussi l'élaboration de sa stratégie de développement. Bon, Tunis, la capitale, ils ont essayé, mais malheureusement, ça n'a pas réussi, ça a été échoué, la tentative. À Sfax, on a fait un très 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 bon travail. Oui. C'est un travail excellent, tout le monde félicite le travail fait, même si c'était sous l'ancien régime. Mais c'est un travail, oui. Il faut le dire, Nous c'est connaissons. un très grand travail. Bon, le problème c'est quoi? Le problème c'est que les projets qui ont été, les projets que la stratégie de développement de Sfax ou du Grand Sfax a préconisé n'ont pas encore vu le jour. Yeah. Donc ce sont des projets très anciens. Pour répondre à votre question, je dis que c'est vrai qu'il y a Sfax, il y a un centre de transfert de connaissances. Et je pense, je l'ai dit avec, j'avais une réunion avec les maires des villes qui ont été présents avec nous, que ce centre-là va nous permettre d'échanger cette connaissance et cette expérience. Ils ont tous dit que votre expérience, c'est une référence pour nous. Donc je pense que ce type de centre, ce centre de transfert de connaissances va nous permettre tous d'échanger les connaissances et d'échanger les expériences. Donc c'est de partager toutes les méthodologies d'élaboration des stratégies, toutes les stratégies même. Bon, c'est pas pour copier-coller entre les villes, mais c'est pour s'inspirer de ces expériences. Mais ça au niveau du centre de transfert. Je reviens à la stratégie de développement. Je pense qu'on a fait un très bon travail au niveau de l'élaboration, mais on a des problèmes au niveau de la mise à jour, de la mise en œuvre de cette stratégie, parce que depuis 2005, la date de la fin de l'élaboration, de 2005 jusqu'à maintenant 2013, presque les grands projets ou les projets structurants figurant dans la stratégie de développement n'ont pas encore vu le jour. Et c'est dommage. Donc c'est malheureux, je le dis bien pour les factions, parce qu'on parle tous du potentiel de cette ville, mais à cause d'une part de certains choix politiques et d'autre part des factions eux-mêmes. Parce que moi je pense qu'il ne faut pas toujours parler de la marginalisation de cette région, mais il faut parler aussi de notre responsabilité. Parce que les hommes d'affaires, par exemple sfaxiens, qui sont très connus en Tunisie par leur puissance économique, leur puissance financière, et pourtant ils n'investissent pas à Sfax. Ils vont ailleurs, à Tunis surtout. Donc Sfax, elle a besoin de ses enfants, je le dis bien. Donc elle a besoin de ses investisseurs. Donc je dis que malheureusement on a un problème au niveau de la mise en œuvre de cette stratégie. Bon, espérons bien que peut-être après la révolution, je dis bien, et avec je vous dis que la ville a lancé sa volonté d'organiser les Jeux méditerranéens de 2021. Donc c'est un rêve maintenant pour les Sfaxiens, et je pense que les manifestations sportives peuvent être conçues comme étant des solutions miracles pour les villes, pour la transformation des villes. On se rappelle tous de l'expérience de Barcelone ou l'expérience de Glasgow qui ont organisé des Jeux, et c'était
toute la ville qui s'est changée, toute la ville qui s'est transformée. Donc maintenant, toute une dynamique est créée à la ville de Sfax après l'expression après qu'on a exprimé notre volonté et notre désir d'organiser les Jeux méditerranéens. Donc je pense avec ces Jeux-là, on peut voir un jour les grands projets qu'on a longtemps rêvé, verront le jour. Par exemple, le projet de la cité sportive. C'est un projet qui date de presque il y a 20 ans. On parlait toujours de la ville sportive, de la cité sportive. Le projet de Taparora. Taparora. C'est le grand projet et c'est le rêve des Sfaxiens parce que il est approuvé, non, pour le gouvernement central, oui. pour le ministère, non? Pendant longtemps, il y a beaucoup de problèmes et on dit bien des handicaps pour ce projet-là. Mais maintenant, il y a eu beaucoup de conseils ministériels concernant ce projet et beaucoup d'handicaps ont été évités pour que ce projet-là avance et pour que on peut voir un jour une autre ville, parce que les réserves qui existent dans le site Taparora, c'est presque 420 hectares sur 6 km sur la mer, donc c'est un... Les salines, non? Oui, les salines, c'est les côtes sud. Donc c'est parmi les autres projets, les grands projets de Sfax, c'est la réhabilitation des côtes sud. Et lorsqu'on parle du littoral, patrimoine natural, on parle du côte nord, c'est le projet Taparora. Et on parle des côtes sud aussi. Donc je pense que je crois bien que les années qui viennent porteront beaucoup de bien pour la ville de Sfax. D'accord. Et pour finaliser, qu'est-ce que vous parlez à nous d'une petite association, d'une petite organisation que vous voulez valoriser maintenant à la notre réseau pour écrire? Quelque association ou organisation de la société civile qui se soit déjà organisée, que vous considérez qu'ils font un grand travail à la cité. Et qu'ils sont indispensables pour faire avancer tous les processus. Vous parlez au niveau de la société civile? Oui. Oui, il y a beaucoup d'associations qui... Expliquer comme exemple. Je parle d'une association. Oui, un petit détail. Oui, peut-être l'association de sauvegarde de la Médina. Ah, d'accord. Ou bien l'association du développement durable de Sfax. Donc on a beaucoup Optima Sfax aussi. Donc ce sont des associations très actives à Sfax, mais surtout l'ASM. L'ASM, c'est une association qui s'intéresse à la Médina, à la cité antique, cité arabe, on dit. Et elle fait un très grand travail, surtout que la Médina, on a déposé déjà tout un dossier pour l'inscription de la Médina au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc la Médina, je ne sais pas si vous avez visité ou non, c'est une perle de Sfax. Même s'il y a des problèmes maintenant au niveau, parce que les problèmes de la Médina sont... Il y a le problème environnemental, il y a le problème il y a beaucoup de bâtiments qui sont en état un peu à cause du manque d'entretien, etc. Et il y a un peu de problèmes sécuritaires, la nuit surtout. Pourquoi? Parce que les anciens Sfaxiens, les Sfaxiens, on a une tradition que les Sfaxiens habitent l'hiver à la Médina et l'été, ils habitent dans les... ils sortent de la Médina pour aller, par exemple, à 6 ou 7 km. Et un autre logement qui est dans les campagnes, on dit, à l'époque. Donc, les gens de la Médina, ils l'ont quitté, ils ont déserté la Médina, et les demeures et les maisons ont été occupées par des immigrés
bon, des immigrés, c'est-à-dire quelqu'un c'est-à-dire des autres régions limitrophes de Sfax. Donc c'est parmi les problèmes de la Médina. Mais en tant que ville antique, c'est une perle pour la région. Bon, c'est la seule, je peux dire que c'est la seule ville arabe en Tunisie qui est totalement entourée par les murailles. Et aussi, elle est la seule ville arabe, après El Koufa en Irak, qui est caractérisée par le fait que la grande mosquée existe au centre de la Médina même. Donc si vous allez visiter les autres Médinas de Kairouan, de Tunis, de Sousse, vous trouvez que la mosquée n'est pas au centre de la Médina. Tu fais des enregistrements. Eh oui. Il faut les soutenir maintenant, il faut... C'est fini. Ah bon? Bueno, ya era la dernière demande. Mais merci beaucoup, monsieur.